Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire la section 3.6 et 3.7 dans le manuel. Donc, la dérivée des fonctions logarithmiques, puis les problèmes à contexte. C'est pas comme ça que ça s'appelle dans votre livre, là, mais c'est la même chose que la section 3.7 du livre. Donc, on va faire la dernière dérivée ici qui nous manque pour compléter notre feuille, c'est-à-dire la dérivée du logarithme. Et je peux tout de suite vous dire, la dérivée du log, c'est 1 sur x ln de b. Évidemment, voyons donc. Non, c'est pas évident, là. Mais la démonstration, vous allez voir, elle n'est pas si difficile que ça. Donc, comment on peut démontrer que la dérivée du log en base b de x, c'est cette chose-là? Mais on va utiliser la dérivation implicite. C'est-à-dire, je vais partir avec le log en base b de x est égal à y, et je vais inverser ma relation. Donc, c'est-à-dire, en ce moment, je veux dériver ça, mais je ne suis pas capable. Mais si je l'inverse, c'est-à-dire à la place, je dis le log en base b de y est égal à x. Donc, tu sais, l'exposant que je mets à b pour arriver à x et y, je l'ai inversé avec ce que je connais des logs. Et maintenant, je me repasse avec un log, mais maintenant, j'ai une fonction exponentielle. C'est beaucoup plus facile à dériver parce qu'on sait comment la gérer. On va dériver de chaque barre comme ça, et on va presque avoir gagné. C'est-à-dire, dériver de b à la y, ça c'est une relation en chaîne, fait que ça va me donner b à la y ln de b, parce que je dérive comme si j'avais b à la x, dérivé de b à la x, c'est b à la x ln de b, sauf que là, je mets un y dedans, puis on fait fois y', et dérivé de x, ça vaut 1. J'isole mon y', comme ça. Puis b à la y, c'est quoi? Ben, b à la y, on a dit que c'était x. Fait que ça veut dire que y', ça vaut x ln de b. Puis par la même occasion, c'est quoi la dérivée du ln de x? Donc, si je fais une petite parenthèse, la dérivée du ln de x, si je me fie à ce qu'on vient de dire, ça serait 1 sur x ln de la base. Sauf que là, ici, la base du ln, c'est e, et tous les petits-enfants savent que ln de e, c'est 1. Et ça me donne 1 sur x. Donc, la dérivée du ln de x, c'est 1 sur x. Et encore une fois, s'il y a bien une fonction qui fait peur aux étudiants du cégep et du secondaire, c'est bien les fonctions log. Mais quand on les dérive, les fonctions log sont super gentilles. Là. Une fonction dégueulasse dont tout le monde tremble quand je prononce le mot en classe, mais qui, une fois dérivée, est toute cute, toute fine, toute gentille. On n'a pas à avoir peur de ça. Là. Donc, les fonctions logarithmiques, quand on les dérive, c'est vraiment cute. Et tu sais, la raison, je me demandais à un moment donné, là, quand on résolvait des équations avec des exposants, d'utiliser le ln plutôt que les logs. Pourquoi? Parce que quand on dérive les ln, le résultat est plus joli qu'avec les logs. Donc, quand on dérive des logs en base B, on a des ln de B qui traînent, mais quand on dérive des ln de x, il n'y a même pas de logs qui traînent. Les logs sont tous disparus. Donc, si on a une base à choisir pour travailler avec les logs, à cause du calcul différentiel, moi, je préfère de loin la base E. On va faire quelques petits exemples. Donc, c'est-à-dire ici, le ln du arcsine. Donc, ici, c'est une règle à chaîne. Donc, je vais dériver ça. Ce qui est le plus à l'extérieur, c'est le ln. Donc, dérivé du ln, ça va me donner 1 sur x. Sauf qu'au lieu de mettre x dedans, il faut mettre le arc sin fois dérivé de l'intérieur. Comme ça. Puis dérivé du arc sin, on l'a vu en haut, là, ça me donne... Ben, on l'a vu dans une autre vidéo, là. En haut dans les notes, là, mais dans une autre vidéo. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, je me ramasse avec arc sin. Puis ici, j'ai racine de 1 moins x2. Puis là, 1 fois 1, ça fait 1. Puis en bas, j'ai arc sin de racine de 1 moins x2. Et voilà. Exercice. Essayez ça ici. Puis, quand vous êtes prêts à repartir la vidéo, moi, je vais faire la correction tout de suite. Donc, évidemment, ici, on peut se lâcher dans une règle du quotient, et ça fonctionne très bien. Mais si vous êtes comme moi et vous avez ici des règles du quotient, on peut aussi utiliser des propriétés des logarithmes. C'est-à-dire que quand j'ai une division dans un log, je peux changer ma division en une soustraction. Donc là, magie, j'ai plus de quotient. Fait que,
On peut faire ça de même, là, j'ai pas encore dérivé, là. On peut faire ça comme ça évite de faire les quotients. Ça va peut-être rajouter un peu de simplification, mais grosso modo, c'est quand même pas si pire que ça. Donc, ln de x2 plus x, ça va me donner 1 sur x2 plus x, parce que je dérive ln, ça me fait 1 sur x, que je mets dedans, c'est x2 plus x, fois dérivée de l'intérieur, moins dérivée du ln, ça me fait 1 sur x, mais ce que je mets dedans, c'est pas x, c'est sinus de x, fois dérivée de sin, qui me donne cos. Alright? Ici, il me manque un prime. Et x2 plus x dérivé, ça, clairement, ça me donne 2x plus 1. Ici, j'ai x carré plus x. Et si vous êtes paresseux et vous voulez un peu simplifier votre tâche, ici, je pourrais faire, parce que tantôt, je vais vouloir additionner, là, je pourrais faire sin ici, puis envoyer mon x2 plus x en haut en bas pour pouvoir additionner. Mais si vous êtes lâche, comme moi, ben cos sur sin, on peut dire, ah, cotan. Là, ça vient de simplifier un peu la simplification. Donc, il y a moyen aussi des fois de transformer des cos des sins en une autre forme pour ne pas avoir à additionner les fractions. Des fois, c'est plus facile. Donc ici, je viens de sauver une petite étape. Et dans ce cas-là, maintenant, quand je vais vouloir additionner les fractions, je vais juste avoir besoin de faire ça. Donc c'est toujours légal ce que je viens de faire, de transformer un sin ou un cos en envoyant au numérateur ou au dénominateur pour avoir à sauver une addition de fractions. Là. Moi, je trouve ça plutôt cool, en fait. Fait que si vous avez envie de faire ça aussi, là, vous pouvez le faire. Donc 2x plus 1 moins cotan de x carré, cotan de x carré plus x, sur x carré plus x, comme ça. Et là, je suis parfaitement conscient que probablement que vous n'avez absolument pas fait la même stratégie que moi pour dériver. Donc, il existe plusieurs autres façons. Là. On aurait pu faire le ln, puis faire un quotient, puis y aller, ça va bien marcher. On peut faire ce que j'ai fait, mais au lieu de faire le cotan, on envoie le sin puis le cos. Ça fonctionne aussi. Là. Donc, il y a différentes façons de se rendre à une réponse. Et les réponses respectent toutes nos règles de simplification. Pourtant, ils sont tous écrits différemment. Là. Donc, je vous dis, là, des fois, il y a plusieurs façons de dériver un même problème, puis d'arriver à des réponses qui semblent être différentes, mais qui sont en bout de ligne équivalentes, mais qui respectent nos règles de simplification. Je vous demande de faire l'exercice qui est ici. Donc, essayez-le. Puis quand vous avez fini, vous pouvez repartir de la vidéo. Moi, je vais la corriger tout de suite. Donc, stratégie ici, si vous voyez, vous êtes des bien sales de ne pas laisser de place. Ouais, mais essentiellement, j'ai pas besoin de beaucoup de place. Pourquoi? Regardez bien ça. C'est quoi ça, sin du arc sin? Sin du arc sin, c'est une fonction composée avec son inverse. Fait qu'il se cancelle une l'autre. Fait que ça me donne ça, e à la ln de x carré. Puis e à la ln, il y avait ça dans le test 1, ou il y avait ça dans un examen, ou des fois je le mets dans le test 1. Ils peuvent se canceller comme ça, et ça me donne x2. Et là, j'ai pas dérivé, là. J'ai juste fait des simplifications. Fait que ce que je veux vous montrer, c'est si vous avez des simplifications dans une dérivée, ben avant de l'effectuer, commencez par faire vos simplifications. Regardez ça le temps que je viens de me sauver. Là, je me ramasse à dériver x2, 2x, terminé. Ceux qui l'ont fait au long, probablement que vous deviez me détester parce que j'ai pas laissé de place, premièrement. Puis deuxièmement, vous avez pris bien plus de temps que moi, sincèrement. Donc voilà. Je vous défais une démonstration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on a fait la dérivée de x à la n, je vous ai fait une démonstration qui marchait juste pour les entiers. Je vous avais dit dans cette vidéo-là, un jour, je vous ferai une démonstration qui fonctionne pour n'importe quelle puissance de n, c'est-à-dire pour les fractions et les irrationnels comme x à la pi. Donc ce jour est arrivé, je vais faire une démonstration qui fonctionne pour n'importe quel entier. Et cette démonstration-là, vous allez voir, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc, regardez bien ça. Je vais dire x à la n est égal à x à la n. Vous devriez être d'accord avec ma première étape. Alright? Et vous devriez être d'accord aussi avec ma deuxième étape. Je prends le ln de chaque côté, comme ça. Alright? Et là, c'est là que la différence va commencer à apparaître. À gauche, je vais laisser ça comme ça. Mais à droite, je vais amener mon n en avant, comme ça. Propriété logarithmique, j'ai le droit de faire ça. Et là, avec ce qui est ici, je vais dériver de chaque bord. Comme ça.
Ceci, à gauche, c'est une règle à chaîne, cette chose-là. Donc, c'est-à-dire, dérivée de ln de x, ça me donne 1 sur x, mais ce que je mets dedans, c'est l'intérieur du ln, donc x à la n, fois dérivée de l'intérieur, est égal à, n est une constante, donc quand je veux dériver à droite, n, je m'en fous, puis dérivée de ln de x, ça me donne 1 sur x, donc fois 1 sur x. Et là, mon but, moi, c'est de vous montrer que, que la dérivée de x à la n, c'est nx n-1. Résultat qu'on connaît déjà, mais là, que je montre correctement. Ça, je ne vais pas l'évaluer, là. Je vais l'isoler. Oui, on sait que ça fait nx n-1, mais je vais montrer c'est quoi le résultat. Donc, je ne vais pas l'évaluer. Je vais envoyer mon x à la n de l'autre côté et je vais isoler mon xn'. Ça va me donner x n sur x. Ça, c'est comme à la 1 ici. Puis, puisque j'ai x à la n sur x à la 1, je peux soustraire les exposants. Et j'arrive à nxn-1'. Fin de la démonstration. Et là, je n'ai pas présupposé que n était un entier, une fraction, un irrationnel. Ça marche pour tous les n. Et cette démonstration-là vient le montrer. Il y a un petit défaut, encore une fois, dans cette preuve-là. Il y a toujours des petits défauts dans les preuves, là, parce qu'il y a toujours beaucoup de détails à regarder. Je ne vais pas le dire. Je vais pas le dire. Je vais vous laisser la chercher, mais ça se corrige le petit défaut. Donc, ceux qui ont du temps, pas à perdre, là, mais qui veulent jouer dessus, il y a un petit défaut dans la démonstration. Essayez de le trouver, essayez de le corriger. Si vous avez des questions là-dessus, vous viendrez me voir. Vous pourrez m'écrire, on pourra se voir sur Teams, je pourrais vous montrer ça individuellement. Mais il reste encore une fois un petit défaut dans la démonstration. Je peux laisser à ceux qui sont beaucoup intéressés par la matière, essayer de le trouver et de le corriger. Mais ça rajoute une autre petite démonstration. Il y a à peu près autant de lignes à rajouter, je vous dirais. Donc voilà. Section 3.9, ça n'a pas rapport, là. J'aurais dû enlever cette chose-là. Donc, on l'a coupé cette année dans la matière. Donc, faites pas ça. Section 3.10, problème à contexte. C'est ça la section 3.7 ici, là. Donc, c'est moi qui n'ai pas changé ma numérotation, pensant que tout était pareil, là. Mais c'est pas 3.10, c'est 3.7. Donc, les problèmes à contexte. Donc, à l'examen, je vous annonce tout de suite que vous n'aurez pas le droit à votre calculatrice, parce que justement, c'est un examen de technique de dérivée, puis votre calculatrice a dérive, là. Donc, vous n'aurez pas le droit. À l'examen, je vais sûrement demander un problème à contexte, mais je vais m'arranger pour que ce soit des belles valeurs. Donc, ici, j'ai mis des valeurs LED, là, genre 24.5, 4.9. C'est désagréable à calculer. J'ai besoin d'une calculatrice pour pouvoir le faire, là. Mais à l'examen, le problème à contexte que je vais vous mettre, ça va être des affaires cute, là, qui vont arriver, là, puis il n'y aura pas de problème, là. Donc voilà, trouver la vitesse quand... on va lire la question, ça va être plus pratique que lire les questions tout de suite. Hein. Donc, soit h de t est égal à 2 plus 24.5 moins 4.9 t carré, la hauteur en mètres d'un projectile t secondes après qu'on l'ait lancé verticalement vers le haut depuis un point situé à 2 mètres au-dessus du sol, avec une vitesse initiale de 24.5 mètres par seconde. Trouver la vitesse quand t est égal à 2. Et ça, soit dit en passant, c'est la vraie formule qui modélise ce problème-là, à condition qu'il n'y ait pas de friction. Donc voilà, donc trouver la vitesse quand t égale à 2. Donc ça, c'est la fonction qui me donne le déplacement de mon objet. Pour trouver la vitesse, ce que j'ai à faire, c'est de dériver, parce que quand on dérive le déplacement, ça donne la vitesse. Donc c'est pas particulièrement tough à dériver. La dérivée de h' de t, donc dérivée de 2, ça fait 0. Dérivée de 24.5t, ça me donne 24.5. Et la dérivée de moins 4.9 t carré, ça me donne moins 9.8 t. Donc ça, c'est ma dérivée. Moi, ce que je veux, c'est la vitesse quand t est égal à 2. Donc, je me ramasse à calculer h' de 2. Et ça me donne 24.5 fois 2 moins 9.8 fois 2. Puis là, c'est ça que je vous disais, c'est que c'est un peu désagréable à calculer là, dans notre tête avec les décimales. Là. Fait que là, pour les besoins de la cause, je vais le calculer à la calculatrice. Là. Mais soyez pas inquiètes, là, à l'examen, ça va être des choses pas dures à calculer mentalement. Là. Donc, on arrive à 29.4. Donc, h' de 2, c'est 29.4. Et les unités, c'est quoi les unités? C'est fondamental. Ce sont des mètres par seconde parce que c'est de la vitesse en mètres puis en seconde. Quand le projectile atteint-il sa hauteur maximale? Donc, grosso modo, c'est une parabole. Hein?
Fait que ce que je veux, moi, je veux chercher quand il atteint sa hauteur maximale. Donc, je veux chercher le point qui est ici. Puis là, oui, je pourrais utiliser la formule qu'on a vue au secondaire, là, une parabole, c'est moins b sur 2a, le sommet. Ça marcherait. Mais là, on est en calcul différentiel. Donc, dans le fond, je me dis, quand ma dérivée est nulle, c'est là que j'ai le maximum de la vitesse. C'est là que j'ai un maximum. Donc, non, c'est là que j'ai mon maximum de ma hauteur. Donc, je vais prendre la dérivée et je vais chercher quand elle vaut 0. Donc, ça va me donner 24,5 est égal à 9,8 t. Puis je me ramasse avec 24,5 sur 9,8 est égal à t. Puis encore une fois, comme je vous ai dit, c'est un petit peu désagréable au niveau des unités, là, parce que 24,5 divisé par 9,8, c'est un peu tough à calculer, mais ça me donne 2,5. Donc, 2,5, les unités sont fondamentales. Ici, c'est du temps, donc c'est 2,5 secondes. Quelle est la hauteur maximale? On vient de trouver à quel temps la hauteur va être maximale. La fonction de départ, elle me dit la hauteur. Fait que prenez la fonction de base, puis mettez 2,5 dedans. Si vous mettez 2,5 dans la dérivée, guys, ça va faire 0. Faites pas ça. Mettez 2,5 dans la fonction de départ. Donc 2 plus 24,5, c'est 2,5 par exemple. 24,5 fois 2,5 moins 4,9 fois 2,5 carré. Puis là, encore une fois, c'est le même maudit problème que là, mon cerveau n'est pas capable de faire ça. Là. Fait qu'on va le pitonner. 2 plus 24,5 fois 2,5 moins 4,9 fois 2,5 carré. Ça me donne 32 points en arrondissant, là. 32,63. Et les unités ici, vu que c'est de la hauteur, c'est des mètres. Quand le projectile touche le sol, quelle est sa vitesse? Là, il y a du monde qui me dit, ben, quand tu touches le sol, la vitesse, c'est 0. Si vous m'écrivez ça dans un examen, c'est exactement la note que je vous mets. Non, mais c'est une joke, là. Non, en fait, je vous mets vraiment 0. Mais, tu sais, si vous vous dites, quand le projectile tombe, c'est 0. Ouais, ok, là. Mais si je te mets mon point d'en face, quand j'arrête, là, t'as-tu eu mal ou t'as pas eu mal? T'as eu mal en chien. Tu sais, je veux dire, oui, après que je t'ai touché, je bouge plus, là, mais au moment que je te touche, il y a un impact, il y a une vitesse. C'est ça que je veux savoir. Donc, quand l'objet touche le sol, c'est là qu'il y a une vitesse, hein. Donc, c'est à ce moment-là que je veux connaître la vitesse. Donc, d'abord, je voudrais savoir quand est-ce que mon objet touche le sol. C'est-à-dire, quand est-ce que ma hauteur est de 0. Quand ma hauteur va être 0, c'est là que mon objet va toucher le sol. Donc, c'est-à-dire, je vais reprendre la fonction hauteur. Moins 4,9 t carré. Et je vais chercher quand il vaut 0. Là, encore une fois, les valeurs sont laides. Je n'aurai pas le choix d'utiliser ma calculatrice parce que là, c'est trop tough à calculer dans notre tête. Et je vais en profiter pour vous montrer la merveilleuse commande solve de la calculatrice qui veut dire résoudre. Donc, vous pouvez ici taper ce que vous voulez résoudre, c'est-à-dire, nous, ce qu'on veut, c'est 2 plus 24,5 t moins 4,9 t carré. Et nous, on cherche quand cette chose-là vaut 0. Et il faut dire à la calculatrice, c'est quoi la variable? Ici, ma variable, c'est t, donc il faut dire virgule t. La calcul ne peut pas deviner, là. Même si c'est évident, il y a juste une variable. La calcul est conne. Il faut y dire la variable par rapport à quoi on isole, même s'il y en a juste une. Et ça nous donne deux variables, deux valeurs, donc moins t est égal à moins 0,8, t est égal à moins 0,08, puis t est égal à moins 5,08. D'abord, cette valeur-là, il faut la rejeter là, parce que le temps est négatif, puis là, ça ne se peut pas vraiment être négatif. Donc, ça veut dire que c'est ça le temps ici pour que ma hauteur soit maximale. Sauf que ça, j'aurais dû le faire en bas. Là. Donc, ça, j'aurais dû le faire ici. En tous les cas. On va faire ça de même, ça va être clair. Ou à peu près clair. Donc, ça, c'est le temps que ça prend pour que mon objet touche le sol. Et là, pour connaître maintenant cette vitesse-là, ce que je vais faire, je vais prendre mon 5,08 et je vais le mettre dans la fonction vitesse. Comme ça. Et là, ça va calculer ma vitesse.
Encore une fois, mais là, je pourrais peut-être l'écrire, là. Donc, 24.5 moins 9.8 fois 5.08. Voilà. Donc, ça va me donner 24.5 moins 9.8 multiplié par 5.08. Et ça me donne moins 25.28. Donc, environ moins 25.28. Et ce sont des mètres par seconde. Est-ce que c'est logique d'avoir une valeur négative? Oui, l'objet est en train de descendre. Donc, si l'objet est en train de descendre, c'est logique d'avoir une vitesse négative. Et là, je viens de me rendre compte de quelque chose d'épars, là. J'ai mis un 2 ici, là. Faute de ma part. Il n'y a pas de 2, là. Le numéro 1, là, le H' de 2, il n'y en a pas, là. Je ne sais pas ce que j'ai fait, là. Il n'y a pas de 2, là. C'est bon? Fait que c'est pas la bonne réponse. Je vous laisserai le repitonner vous autres même. Je suis sûr que vous êtes capable. Désolé pour l'erreur. Au moins, je m'en suis rendu compte. Donc, trouver la fonction qui donne l'accélération du projectile. Donc, on l'avait déjà dit au chapitre 2. Donc, si j'ai une fonction de vitesse, si je dérive, ça me donne la variation de la vitesse. Puis la variation de la vitesse, c'est ça la définition de l'accélération. Donc, si je dérive ma fonction vitesse, donc si je fais h' de t, donc je prends la fonction 24.5 moins 9.8t, que je la dérive. Dérivé de 24.5, ça me donne 0. Dérivé de 9.8t, ça me donne moins 9.8. Donc, peu importe la valeur de t, l'accélération est toujours de moins 9.8. Ce qui est logique, si vous avez fait vos cours de physique, l'accélération gravitationnelle de la planète Terre, c'est moins 9.8 mètres par seconde carré. C'est-à-dire si on est sur Terre présentement. Si on avait eu une autre accélération, ça veut juste dire qu'on aurait été sur une autre planète, ce qui est quand même cool. Donc voilà, on vient de terminer ensemble le chapitre 3. Donc, il va nous rester uniquement l'examen pour terminer le chapitre 3. Donc, je vous rappelle que l'examen vaut quand même pas mal. Donc, moi, si j'étais vous, je me concentrerais bien là-dessus. Donc, on finit les vidéos comme d'habitude, mais là, c'est encore plus important que d'habitude. Faites vos exercices, parce que sinon, à l'examen, je vais vous geler. Si ce que vous ne comprenez pas comme exercice, posez des questions, soit à moi via Team ou par courriel si c'est des petites questions, ou allez au CAM, ils sont toujours là pour vous aider. Demandez à vos amis, c'est toujours cool de travailler avec des amis. Travailler sur Team ou pas chez eux à cause du maudit coronavirus. Grosso modo, travaillez bien, travaillez fort, puis vous allez bien réussir l'examen. Ça demande un petit peu de travail, mais si on y met les efforts, vous allez réussir. Donc, je vous souhaite bonne étude et je vous dis bon succès pour l'examen. Et on se voit à l'examen et au chapitre 4. Bye!